Bonsoir tout le monde, merci d'être fidèle au 5e rendez-vous de ce cours public 2024 sur le patrimoine des villes de Gironde. Et donc on a le plaisir d'accueillir à nouveau aujourd'hui David Souni, qui va nous parler cette fois-ci du patrimoine architectural de Rions, et en particulier des fortifications de la ville, puisqu'il nous a parlé des maisons de Sainte-Foy. On va changer un petit peu de sujet. Et donc je vais lui laisser tout de suite la parole. Et on va t'écouter. Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. À nouveau, merci à la SAB, aux archives de m'accueillir pour cette conférence. Dans le cadre de cette exposition consacrée aux villes de Gironde, alors on peut s'étonner du mot ville juxtaposé à Rions, mais justement c'est un peu mon cheval de bataille. Rions est aujourd'hui un peu passé sous les écrans radars. C'est un petit village charmant, mais mon propos va mettre en avant le fait que pendant bien longtemps ça a été plus qu'un village, et il en reste aujourd'hui de nombreux témoignages, et c'est ce que je vais vous présenter. Alors Rions, pour moi, c'est toujours un petit peu particulier d'en parler, et c'est encore plus particulier d'avoir à y mener des recherches, puisque j'y habite depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, donc jouer à domicile, ma foi, c'est pas désagréable, et puis travailler pour les autres, c'est bien, mais travailler pour sa propre commune, et sur ces murs que je côtoie depuis maintenant si longtemps, en me posant des questions et sans avoir forcément eu l'occasion de mener des recherches jusque-là, donc depuis quelques années, petit à petit, Rions commence à se révéler ou se redécouvrir. C'est vrai qu'il y a eu tous les travaux pionniers des érudits et des historiens du 19e siècle. Léo Drouin est celui qui a consacré la plus grosse notice. Il y a eu 2-3 publications d'érudits dans la première moitié du 20e siècle, jusque dans les années 80 aussi, mais de qualité assez diverse. Alors c'est intéressant pour la compilation d'archives, mais en termes d'analyse, c'était assez limité. Et puis de toute façon, toutes les publications du 20e siècle concernant la partie histoire et architecture médiévale, c'était Confère Léo Drouin 1865. Donc c'est vrai que tout était un petit peu à faire. Mais ce travail, je ne l'ai pas fait dans un cadre universitaire, un petit peu comme la dernière fois pour Sainte-Foy-la-Grande, où j'ai expliqué que j'intervenais avec un architecte dans le cadre de travaux liés au règlement d'urbanisme. Et bien ici, c'est assez proche finalement, puisque c'est un travail que je mène avec un architecte du patrimoine, donc Rémi Potier. Et c'est un travail qui est réalisé à la demande de la municipalité de Rions. Je remercie son maire d'être présent, et néanmoins autre historien de la commune. On est tous les deux à travailler régulièrement et le plus que l'on peut sur cette petite commune. Et donc sur Rions, eh bien, on a ce petit bijou de patrimoine avec de nombreux vestiges classés, entre autres, dont l'enceinte. Alors on va y revenir, ça va être le fond du sujet. Mais les fortifications de Rions sont classées dès 1862, donc on est sur un classement très ancien. Le classement intervient à un moment où les fortifications sont très menacées, et c'est grâce à Léo Drouin qui va mobiliser tout son réseau et qui va permettre de sauvegarder la porte principale de la ville. On la verra tout à l'heure. Et suite à cela, eh bien, dès 1862, donc, on a un classement de l'enceinte fortifiée de Rions. Alors, ce classement mentionne les tours. Donc, une tour, c'est facile à identifier. Mais l'enceinte, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, finalement, il n'y avait pas de plan précis, et dans ce dossier de classement, rien n'indique de façon précise ce qu'est l'enceinte. Et aujourd'hui, toutes les communes qui ont une enceinte urbaine comme ça sont confrontées à des problématiques en matière juridique, entre autres, de savoir tout bêtement qui est propriétaire de l'enceinte. Par moment, vous avez deux privés, par moment, ça appartient à un seul privé, d'autres fois, c'est en partie municipale, en partie privée, et ainsi de suite. Il y a des problématiques de servitude, et comme c'est classé monument historique, c'est pas toujours simple à entretenir pour un particulier. Donc quand c'est un petit pan de mur dont il reste plus énormément d'élévation, c'est pas forcément
le plus problématique. Quand vous avez un mur qui fait 15 mètres de haut et qui domine la vallée de la Garonne et que c'est à votre charge de l'entretenir, ça peut être plus compliqué. Donc il y avait tout un tas de problématiques et ce travail, moi ce que j'aime bien dire, c'est que même si je suis passionné d'histoire, d'architecture, de Moyen-Âge, de Rions, l'objet premier, c'est pas tant de s'émerveiller du passé, de pouvoir fournir de la matière pour mes visites guidées ou pour écrire un livre, c'est qu'on part du principe qu'on est confronté à des monuments qui ont 600, 700, 800 ans d'existence, qui sont arrivés jusqu'à nous dans des états divers et variés, mais que notre génération a à sa charge de les préserver et de les transmettre à la génération future. Et pour ça, faut-il encore les comprendre. Et ça a été la démarche assez novatrice là, de la municipalité que de vouloir avoir une vision d'ensemble sur le périmètre de cette enceinte et pas uniquement sur les portions qui sont propriétés municipales. Donc là, c'est une démarche un petit peu prospective où on nous a demandé, l'architecte du patrimoine, le géomètre également, et moi-même, l'archéologue du bâti, d'aller voir l'ensemble de ce périmètre et d'identifier, ça c'est mon travail, d'identifier l'enceinte quand elle existe encore, la caractériser, et puis d'aller rechercher aussi un maximum de documentation pour faire un état des lieux des connaissances actuelles. Donc j'ai été amené à travailler aux archives départementales, au service de l'inventaire, à la DRAC, à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, à Charenton, pour compiler toutes les données actuellement disponibles, y compris en termes d'iconographie, les bases de données de cartes postales anciennes, les fonds numérisés, pour créer un outil numérique qui permette d'avoir, au fil du temps, quand on aura besoin de travailler sur telle portion ou telle portion de l'enceinte de Rions, eh bien, il suffira, entre guillemets, d'ouvrir le dossier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveautés, et j'espère bien, au contraire, qu'au fil du temps, on va pouvoir le nourrir, ce dossier, cette base de données, mais on va avoir dorénavant une vision assez globale de l'enceinte, de son état, des parties conservées, des parties disparues, et puis surtout des différentes interventions qui ont eu lieu dans le passé, puisque entre les dossiers conservés à la DRAC et à la médiathèque du patrimoine, eh bien, on remonte aux grands travaux des années 1880, et puis plus près de nous, dans les années 90, 2000, tout un tas de travaux qui ont été menés. Heureusement, on a eu des photos pour les travaux les plus récents au fil du chantier, mais il n'y avait pas eu de recherche archéologique à ce moment-là, et il n'y avait pas forcément une compréhension de ce qu'est une enceinte. Comment c'est construit, qu'est-ce que ça nous dit, tel mur ou tel mur, à quelle période ça appartient, et donc comment le restaurer et qu'en faire. Ce qui fait que malheureusement, on a eu toute une série de campagnes menées il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, qui certes ont permis de sauvegarder des pans entiers de murs, mais le maçon, il a remonté un mur en pierre avec les cailloux qu'il avait sous la main, et puis il a fait un beau mur avec du moellon et avec du mortier. Mais aujourd'hui, moi j'appelle ça un mur en pierre, j'appelle plus ça une enceinte, parce qu'on a perdu la lisibilité de ce que ce mur avait à nous raconter et ce qu'il nous transmettait depuis 400, 500, 600 ans. Donc c'est tout ça sur lequel je suis amené à travailler, et l'architecte du patrimoine, lui, va s'occuper et s'en occupe de la partie diagnostic sanitaire pour proposer un phasage d'intervention. Alors encore une fois, ce ne sera pas forcément à la mairie, puisqu'il y a des parties qui sont privées, mais on saura dorénavant qu'à une échelle de 2, 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, il y a des endroits plus ou moins urgents, et ça permet aussi à une municipalité de pouvoir envisager de passer des accords avec des propriétaires, voire de racheter des pans de murailles. Ça s'est fait là, récemment sur une ou deux portions, qui permettent à la fois de décharger le particulier, d'avoir à gérer un mastodonte comme ça, tout en préservant ce patrimoine commun. Donc finalement, c'est le début d'une histoire à plus long terme sur cette enceinte. Et puis, ces nouvelles recherches qui commencent à être menées sur Rions, j'espère que ça en suscitera d'autres. Vous allez le voir, il y a matière à réinterpréter, à creuser, à étudier, à dépouiller cette petite ville qui a un riche patrimoine et qui jusque-là est quand même relativement passé sous les radars de la recherche. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir. C'est juste la première, sinon...
Alors, voilà le plan actualisé du village, sur lequel vous allez voir en trait plein, en trait noir, ce sont les portions d'enceinte actuellement conservées. Alors tout ce travail de relevé, j'ai pu le mener grâce à l'intervention de la DRAC qui s'est servi de Rions comme d'un joujou, un petit cas d'école, pour tester leur nouveau matériel. Nous, on avait besoin d'ortho-images et de numérisation des pans d'enceinte. Et bien, pour voir, ils ont numérisé tout le village. Donc j'ai l'ensemble du bourg en modèle 3D sur mon ordinateur, ce qui me permet de faire des coupes très précises dans tous les sens du village. Et c'est vrai que c'est un outil qui peut avoir un grand intérêt plus tard pour la gestion. Ça peut tout bêtement servir pour la gestion des eaux pluviales. Vous voulez avoir le pendage de la voirie ou d'un point A à un point B. Il peut y avoir plein d'applications. Donc à partir des numérisations 3D qui ont été faites du village, de l'enceinte et des monuments, donc j'ai pu redessiner toutes les portions d'enceinte et ensuite les architectes ont fait la mise au net et on traduit ça donc sur un plan actualisé d'ensemble de la ville. Et quand on superpose la vue aérienne actuelle au relevé de l'enceinte, eh bien on voit en rouge les parties médiévales qu'on a conservées, en rouge et en jaune, on y reviendra. Mais une enceinte, ça n'est pas qu'au Moyen-Âge, une enceinte c'est un outil pour défendre une ville, et les sièges de villes se sont prolongés bien après la fin de la guerre de 100 ans, et en particulier pendant les guerres de religion, où on sait que Rions a payé un lourd tribut à cette occasion, et on a un certain nombre de reprises de l'enceinte, par endroits pour l'adapter à l'usage de l'artillerie. On avait des terrasses à canon, des bastions qui ont disparu aujourd'hui, mais d'autres endroits, on a des pans de murailles entiers côté Garonne, on y reviendra tout à l'heure, là, quand vous regardez sur cette partie-ci, toutes les parties en bleu sont des portions de murs modernes. Donc moderne dans ma bouche, c'est 16e, début 17e ici, mais les parties en bleu, ce sont donc ce qui est encore une fortification. Donc un mur construit dans un objectif de défense de la ville et pas de simples murs civils. Alors vous ne les voyez pas très bien ici, mais c'est ce qui apparaît en vert. Ce sont des endroits où, par exemple ici, où l'enceinte a totalement disparu, on en connaît le tracé, mais les murs actuels n'ont plus rien à voir avec l'enceinte. Ce sont de simples murs de soutènement, de terrasses aménagés entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Donc ces murs-là, on ne peut plus les considérer comme l'enceinte aujourd'hui. En revanche, on sait très bien par les plans où passe l'enceinte. Donc le jour où il y a des travaux sur une parcelle comme celle-ci, on sait qu'il y a un risque archéologique accru, qu'il y a des possibilités de retrouver l'enceinte dans le sous-sol. De même que sur toute une partie ici, la mairie de Rions se trouve ici, on a toute une portion en grisé où l'enceinte a disparu, mais son tracé est bien documenté. Ensuite, pour chaque portion de la muraille, vous en avez un petit extrait ici. On reviendra sur ce bâtiment plus tard. Là, c'est la tour la plus emblématique de Rions, celle qu'on appelle la citadelle. Eh bien, pour chaque portion, vous avez une planche sur laquelle je propose, moi, le phasage archéologique. Alors, il n'y a pas eu de relevé pierre à pierre précis à ce stade-là. Hein, c'est un simple repérage, mais enfin, ça fait déjà un gros débroussaillage et ça permet d'avoir une vue d'ensemble relativement bonne. De différentes phases, des grandes phases de construction ou de réaménagement des bâtiments, donc des planches comme celle-ci, vous en avez portion par portion, avec donc la planche archéologique, et puis ensuite l'architecte du patrimoine qui fait la planche sanitaire en indiquant les différentes pathologies identifiées et les petits voyants d'alarme sur les zones qui sont plus endommagées que d'autres. Alors avant de s'intéresser à l'enceinte elle-même, en guise d'intro, on va remonter sur les origines. Rions passe pour l'une des plus vieilles villes de Gironde, c'est du moins ce que disent les érudits depuis longtemps. Alors je passerai sur les interprétations, mais la première mention dans les textes sous le nom de Villa Reontium, comme vous voyez en haut, c'est chez Grégoire de Tours, donc l'un des pères de l'Église dans l'histoire des Gaules, qui évoque au moment de l'arrivée des Visigoths la présence d'une église dans ce lieu de Reontium, et cette église aurait été pervertie par les Visigoths, je vous en passe les détails, mais ça nous indique que dès le 5e siècle, on a
une église sur Rions, et effectivement devant l'église actuelle. Aujourd'hui, on a des sarcophages qui sont exposés, qui ont été trouvés en fouille archéologique. La seule véritable fouille archéologique que l'on ait eue à Rions jusqu'à aujourd'hui, c'était au début des années 80, une tranchée d'enfouissement du réseau qui passe devant l'église actuelle, et au fond de la tranchée, à 2 mètres de profondeur, les niveaux archéologiques les plus anciens, eh bien des sarcophages mérovingiens, donc qui confirment bien la présence d'un lieu de sépulture, donc d'un lieu de culte, dès ces périodes hautes. Mais l'histoire de Rions remonte avant même le haut Moyen-Âge, puisque on ne compte plus les mentions de découvertes de vestiges antiques. Je vous en ai mis 2 photos ici, avec une tête en marbre blanc, là, une tête impériale, qui aujourd'hui est exposée en haut d'une des fenêtres de l'église. Il pourrait s'agir de l'empereur Commode ou Marc Aurèle, donc on doit être fin du 2e ou tout début du 3e siècle, je crois. Et puis dans le sol de l'église, vous voyez que vous avez la grille de chœur, là, la belle grille 18e. Et on a une petite fenêtre archéologique, une vitre qui permet de voir sous le parquet où la tradition situait la présence d'une mosaïque qui a été retrouvée il y a quelques années. Alors c'est juste un fragment de mosaïque qui n'est pas en place ici, mais il avait été découvert au 19e siècle dans les jardins d'une propriété à l'intérieur de Rions. Et je suis récemment retombé sur un article de la Revue historique de Bordeaux par Henri Redeuil, donc en 1958, consacré, vous le voyez, aux vestiges gallo-romains du canton de Cadillac. Vous avez toute la vallée de la Garonne ici, et j'ai entouré en rouge tout ce qui concerne Rions. Autant on sait que la vallée de la Garonne est particulièrement riche en vestiges gallo-romains. Quand on regarde, on en a 1, 2, 3 par commune. Mais Rions, la densité est vraiment exceptionnelle, à la fois dans le bourg actuel, dans les abords immédiats. J'ai toujours en tête une parcelle de vigne qui est face aux murailles de Rions, et lors d'un défonçage, alors non seulement les tesselles de mosaïque, les morceaux de cérame qui ressortaient de partout, mais surtout ce sont près de 200 monnaies gallo-romaines qui ont été retrouvées disséminées sur l'ensemble de la parcelle. Et c'est pas un trésor monétaire, c'est des monnaies de différentes périodes et sur l'ensemble d'une parcelle très vaste, qui montre qu'on était sur un quartier ancien et d'un ensemble urbanisé déjà visiblement beaucoup plus vaste que la ville médiévale telle qu'elle nous est parvenue, et des villas au sens de résidence aristocratique de qualité, avec des vestiges de mosaïque, avec des enduits peints. Eh bien, à Rions, on en a plusieurs témoignages dans le bourg même, mais on en a également en bord de Garonne. Quand on va par exemple à Pasco aujourd'hui, vous en avez, les enduits peints ont été déposés au musée d'Aquitaine au début du XXe siècle. Vous en avez toute une série sur les coteaux. On a visiblement une densité qui va bien au-delà de ce que l'on connaît habituellement pour des villas qui sont rurales. Là, il y aurait un regard bienvenu de la part des antiquisants là, de reprendre ce dossier. Alors on a tout un tas de collections d'un Rionnais qui a passé sa vie à faire de la prospection dans les vignes, qui a réuni une collection assez phénoménale de témoignages préhistoriques et antiques, et un petit peu médiévales, mais surtout antiques. Et cette collection vient d'être confiée à la DRAC récemment et pourra être étudiée et contribuer à avoir une meilleure connaissance de Rions. Donc on le voit, les origines sont très anciennes. Et dès le tournant de l'an 1000, dès le XIe siècle, on va découvrir la famille des Rions et la ville du même nom, avec le château des seigneurs de Rions. On est sur déjà une petite agglomération de façon assez certaine au XIe, début du XIIe siècle. Il n'en reste aujourd'hui que bien peu de murs, hormis le chevet de l'église romane et cette maison juste à côté qu'on appelle l'archevêché, une superbe maison romane du tout début du XIIIe siècle. Enfin superbe, ce qu'il en reste, là, 2 pans de mur d'un bâtiment qui fait 30 mètres de long et 10 mètres de large, donc une belle ampleur quand même. Et vous en voyez ces séries d'arcades, ça devait faire une résidence assez exceptionnelle qu'on attribue parfois à la famille de Grézillac et un évêque de ce nom-là au début du XIIIe siècle, d'où le surnom d'archevêché de ce lieu. Ça pourrait être la résidence urbaine de cette famille des Grézillac. Donc la commune se trouve dans le centre de l'Entre-deux-Mers. Et j'ai mis cette carte à côté pour vous montrer le tissu urbain
du secteur. En gras, j'y ai fait ressortir les fameuses bastides du Bordelais. Eh bien, ces bastides, elles sont toutes créées à partir de 1255 pour Sainte-Foy-la-Grande, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, jusque dans les années 1320 pour Créon, qui est l'une des dernières. Eh bien, quand vous voyez ce plan, enlevez toutes les bastides qui apparaissent en gras et vous verrez qu'avant le milieu du XIIIe siècle, finalement, on a bien peu de villes. On est vraiment dans un territoire extrêmement rural et les seules villes que vous allez trouver, eh bien, sur les bords de Garonne, ça va être Rions, Saint-Macaire, La Réole. Au centre de l'Entre-deux-Mers, avec le développement de l'abbaye, on va avoir au XIIe siècle la ville de La Sauve, mais c'est à peu près tout comme ville. Alors on a des Castelnau qui vont se développer, mais en termes de ville, on en a très très peu. Et puis quand on voit l'emplacement de Rions, on est ici exactement sur les bords de Garonne, et Rions eh bien, va se trouver être éminemment stratégique, puisque c'est la dernière ville avant Bordeaux sur les bords de Garonne, ou la première après, selon dans le sens où on emprunte le courant. Et on le verra tout à l'heure, Rions va payer un lourd tribut du fait de cette position. Et donc justement, pour bien comprendre l'implantation de Rions et son enceinte, on y vient juste après à l'enceinte, il faut s'attarder un petit peu sur la position de Rions par rapport à la Garonne. Vous voyez ici sur le cadastre napoléonien, donc le premier cadastre de Rions en 1812, on est sur ce qu'on appelle le tableau d'assemblage, donc la vue d'ensemble. Vous avez la ville fortifiée qui apparaît ici et la Garonne avec le grand méandre qui correspond au tracé actuel de la Garonne, mais aujourd'hui la Garonne ensuite elle file dans ce sens-là, en rive gauche, côté Podinsac, Virlade, alors que jusqu'au début du XIXe siècle, eh bien, la Garonne avait de multiples bras, et l'un des principaux bras pour la navigation, c'était le bras de Rions qui passait immédiatement au pied des murailles. Si on regarde un zoom de plus près, vous voyez bien les fortifications, et vous voyez sur les photos anciennes, encore au début du XXe siècle, les vestiges du port de Rions, avec la Garonne déjà très envasée, mais les gabarres arrivaient encore jusqu'au pied de la ville. Le bras de Garonne, tel que vous le voyez en 1812, il est aussi large que la Garonne l'est actuellement. Alors qu'aujourd'hui, ne cherchez plus, enfin si, allez le chercher justement, vous aurez un petit ruisseau, un petit pipi de chat à marée basse au pied des murailles, alors que vous le voyez ici, on avait un quartier entier, et jusqu'au 19e siècle, tout un tas d'industries qui étaient installées. On avait des briqueteries, des faïenceries, des fours à chaud, au lieu dit de chauffour. J'avais retrouvé les plans pour une verrerie royale aussi, qui devait s'installer sur le port de Rions à la veille de la Révolution. Donc on avait un espace très dynamique qui tirait sa prospérité du fleuve. Et puis quand on regarde justement le méandre qui est ici, eh bien on comprend bien que cette partie-ci, c'est une ancienne île et que pendant longtemps, à un moment donné, eh bien la Garonne passait directement au pied des murailles. Dans les écrits du XVIIIe siècle, cet espace-là, ça apparaît sous le nom de l'île de Terre-Ferme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que le bras de Garonne s'est colmaté et que l'île est rattachée à la terre. Or, sur la partie sud de Rions, c'est ce qu'on appelait le faubourg de l'Avidon, ou le quartier l'Avidon. Et Jean-Bernard Marquette, j'ai eu le plaisir de pouvoir faire une communication avec lui sur Rions à l'occasion d'un colloque. Et il avait commencé des recherches sur Rions, malheureusement qu'il n'a pas pu terminer, mais on remercie sa veuve et sa fille de nous avoir transmis ses notes et puis tous les extraits d'archives qu'il avait réunis. Et donc, j'ai juste commencé à regarder un petit peu, il y a une mine d'informations là-dedans, mais ce que j'ai pu voir au travers des résumés d'archives qu'il a fait, c'est que le port médiéval de Rions se trouvait au niveau du faubourg de l'Avidon, donc au sud de la ville. Donc on avait, au moins jusqu'au milieu du Moyen-Âge, la Garonne qui passait ici. Et en ça, on a un cas de figure qui est très proche de Saint-Macaire, où Saint-Macaire, le port médiéval est au sud de la ville, la Garonne baigne la ville, et puis au début de la période moderne, la Garonne se décale, le port de Saint-Macaire se décale vers le nord de la ville, c'est exactement ce qui s'est passé à Rions, et la Garonne poursuit son décalage progressif, et au XIXe siècle, elle abandonne les murailles et de Saint-Macaire et de Rions. Et c'est comme ça qu'on a deux villes portuaires qui se retrouvent esselées à 300 mètres de leur fleuve, qui a fait leur prospérité
prospérité. Donc ça, c'était vraiment important d'avoir ça en tête, l'ancienneté de Rions et la proximité de la Garonne au moment où la ville se développe. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'enceinte. Alors pour Rions, elle est documentée par une série de plans, dont celui-ci qui est particulièrement intéressant, qui est conservé là juste au-dessus. C'est un plan de 1753, donc, qui est aux archives départementales, qui nous montre la ville dans son enceinte fortifiée. C'est le plan qui nous montre l'état le plus complet connu de l'enceinte, avec, si on regarde des zooms, on a des portes de ville qui aujourd'hui ont disparu, à chaque extrémité. Ça, c'est porte, que ce soit la porte de l'Avidon, justement, au sud de la ville. Le nord, là, vous verrez tout à l'heure l'orientation, là, ça se situe dans le coin, là-haut. Donc, à chaque extrémité de la Grand Rue, les deux portes principales, aujourd'hui, ont disparu. Mais là, on en a le plan détaillé qui est donné à chaque fois. La dernière, elle est toujours là, on en reparlera tout à l'heure. C'est celle qui a failli disparaître et c'est Léo Drouin qui nous l'a sauvée. Sur ce plan, autre détail intéressant, en bas du plan ici, vous voyez les restes du château de Rions, en plein cœur de la ville, avec les restes de son fossé aussi, on y reviendra tout à l'heure. Donc on a ce plan donc, qui est le plus ancien. On verra qu'on a un autre document encore plus ancien tout à l'heure, mais en termes de plan, c'est celui qui est le plus vieux. L'autre plan, c'est le cadastre napoléonien, donc celui de 1812. Vous avez le détail de la ville ici. Alors sur ce plan-là, en 1812, l'une des portes a déjà disparu. En revanche, la porte de l'Avidon existe encore. On identifie bien le tracé de l'enceinte, on y reviendra. Second cadastre ancien, celui de 1853 cette fois-ci. Là, eh bien, ça y est, la porte de l'Avidon a disparu, malheureusement. Il n'en reste plus qu'une, mais l'enceinte, on en devine encore des portions importantes qui aujourd'hui ont disparu. Et quand vous voyez que ce soit le plan de 1812 ou le plan de 1853, il n'y a pas besoin d'être historien et archéologue pour comprendre qu'on est ici face à une ville fortifiée et qui s'est enfermée dans une enceinte renforcée par des tours. Ça paraît, c'est très visuel quand on voit ces plans. Je vous montre maintenant le cadastre actuel. Alors cette fois-ci, on a fait un petit quart de tour, c'est orienté, là, j'ai mis le nord vers le haut. Mais quand vous regardez le cadastre actuel, là, ça paraît beaucoup moins évident qu'on est face à une ville fortifiée et qu'on a une enceinte. Et ça, on va le voir en regardant les détails d'un quartier. Voilà 4 vignettes qui vous représentent, du plan le plus ancien au plus récent. Au XVIIIe siècle, on est encore sous l'Ancien Régime, le mur d'enceinte d'une ville. Alors au XVIIIe, ça ne sert plus à protéger, mais c'est le souvenir du passé, et puis c'est surtout ce mur qui délimite la communauté des bourgeois. Rions a à sa tête une jurade, comme Saint-Émilion, comme les autres villes du Bordelais. C'est une vraie ville, dotée donc d'une jurade, d'un hôtel de ville, d'une charte de coutume, avec des privilèges pour des bourgeois, et ces privilèges, eh bien, les bourgeois, même au XVIIIe, ils tiennent encore jalousement, et l'enceinte, eh bien, elle symbolise tout ça. Donc sur un plan, l'enceinte, on l'a fait apparaître, c'est l'élément majeur d'une ville. C'est même le caractère principal de cette ville quand on regarde le plan du XVIIIe. Passé la Révolution, l'enceinte a perdu de sa superbe, a perdu de sa fonction. Malgré tout, en 1812, vous voyez qu'on lui met un code bien particulier. D'ailleurs, traditionnellement, sur les plans cadastraux, en bleu, c'est plutôt pour ce qui est public. Là, donc généralement, sur les cadastres, vous allez avoir la mairie, l'église qui apparaît en bleu. Et là, en 1812, eh bien, l'ensemble du périmètre de l'enceinte apparaît en bleu. Donc elle est encore personnalisée, l'enceinte. C'est une entité à part entière. En 1853, il y a une première évolution. On a toujours un trait épais qui représente l'enceinte. Là, on la visualise bien. Par contre, si vous regardez de près en détail, chaque parcelle cadastrale, avec son petit numéro, il y a la limite cadastrale, se prolonge et vient recouper l'enceinte. Donc là, quand on voit ce plan, l'enceinte, elle est saucissonnée en plein de petits tronçons rattachés aux différentes parcelles cadastrales. Et aujourd'hui, quand vous regardez le cadastre actuel, l'enceinte n'existe plus. Du point de vue cadastral, elle n'a même plus d'existence. La porte principale de la ville, qui est pourtant monumentale, vous la verrez, c'est juste des pointillés vaguement symbolisés au milieu de la route. On a l'impression que pour le cadastre, l'enceinte d'une ville aujourd'hui n'est plus un élément marquant. Et pourtant, je vous garantis qu'elle est là, l'enceinte. Vous voyez là, les ortho-images tirées du modèle 3D de la portion d'enceinte que vous avez ici. Alors tout est inversé parce que vu de l'extérieur, vous avez la tour circulaire, là vous la retrouvez là, et puis la porte qui permet d'accéder en ville,
vous la trouvez à ce niveau-là. Donc on a bien une enceinte bien conservée. Finalement, en vue aérienne, eh bien, la ville close apparaît mieux sur une vue aérienne que sur le plan cadastral. On devine encore bien aujourd'hui l'alignement régulier des façades et du tracé de l'enceinte qui délimite donc cette ville de Rions. Alors c'est ce que je dis dans mes visites, il y a ville et ville. Ma belle ville de Rions mesure 320 mètres de long par 180 mètres de large. On y mettrait à peine la cathédrale de Bordeaux dans ce bout-là, mais on est bien dans un contexte urbain avec, c'est pas un village dans sa conception. On a un parcellaire cadastral dense, on a tous les caractères d'une ville médiévale qui sont en grande partie conservés. Donc cette enceinte, elle ferme un espace d'à peu près 4 hectares. On a un périmètre de 850 mètres qui est encore relativement bien conservé aujourd'hui. Alors avant de la voir de plus près en photo, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Rions, mais il y a un événement majeur dans l'histoire de Rions au moment de ce qu'on appelle la guerre de Gascogne. Avant même la guerre de 100 ans, donc en 1294, le roi de France a prononcé la saisie du duché et a occupé tout le duché, ce qui fait que quand le roi d'Angleterre veut reprendre son duché de Guyenne, eh bien, il va falloir le faire par la force. Donc, on a un corps expéditionnaire anglais qui est envoyé, pas assez nombreux pour s'attaquer à Bordeaux, donc on passe bien au large de Bordeaux, et au gré de la marée suivante, on va à la ville d'après, Rions. Et donc, avec le soutien de ce corps expéditionnaire anglais, le seigneur de Rions et les Rionnais réussissent à repousser les Français, ce qui fait que l'ensemble du duché est occupé par les Français, sauf un village d'irréductibles gascons, même deux, puisque en fait, c'est la ville fortifiée de Rions et le château de Podinsac qui sont tenus par les anglo-gascons et donc qui verrouillent tout le trafic sur la Garonne. Cette guerre de Gascogne qui va durer 10 ans, là elle est à peine commencée, finalement le principal fait d'armes de cette guerre de Gascogne, c'est le siège de Rions qui intervient l'année d'après, puisque le roi de France se retrouve à posséder tout ce territoire, mais donc les anglo-gascons rionnais là, qui bloquent la Garonne. Et en 1295, eh bien, c'est le frère du roi de France, Charles de Valois, qui vient assiéger Rions pendant que le connétable de France en personne assiège Podinsac. Et c'est ce que nous raconte cette chronique, ici, en l'an de grâce 1295. Et donc Raoul de Nesle, connétable de France, de Bourdeaux, en l'aide de Charles, frère du roi Philippe, à Rions, Venois. Une ville que des Anglois garnis, que l'on appelait Podancy, donc c'est Podinsac. Je vous en passe les détails. En gros, donc, le connétable de France va assiéger Podinsac pendant 8 jours. Il passe un accord avec les Anglais qui ont la vie sauve s'ils s'en vont. Et le connétable de France prend le contrôle du château de Podinsac et fait prisonnier les habitants qui s'y trouvaient. Et page suivante, eh bien, il amène donc les Gascons, les prisonniers, au nombre de 60, et il les emmène à Rions, où se trouvait donc Charles de Valois. Et 15 jours plus tard, au moment de Pâques, donc le siège de Rions dure à peu près aux alentours de 3 semaines, ce qui n'est pas rien quand même face à une armée royale. Charles de Valois, pour faire accélérer les choses, eh bien, vous avez l'enluminure qui représente ici, au 15e jour, il les fit tous au gibet devant les portes de Rions pendre. Et on a les 60 prisonniers de Podinsac qui sont en train de se balancer sur le gibet. Ce que nous dit la suite, c'est que ça se met un peu la panique dans Rions, et les Anglais, mais aussi les Rionnais, vont essayer de fuir, de rejoindre le port de Rions, de s'embarquer sur les nefs, et quand les Français s'en aperçoivent, on a une bataille meurtrière en pied de rempart, où eh bien, on va oxyre moult Anglois et moult Gascons, et beaucoup de Rionnais sont tués à cette occasion-là. Et Charles de Valois, pour servir d'exemple, ordonne de faire raser la ville de Rions. C'est un petit peu le Oradour-sur-Glane de l'époque. Rions n'est visiblement plus qu'un champ de ruines. Le seigneur de Rions et les plus riches habitants qui ont réussi à s'enfuir se retournent vers leur suzerain, donc le roi d'Angleterre. Et c'est comme ça que durant les 10 ans que cette guerre va encore durer, 8 ans, eh bien, tout ce petit monde vit en exil à Londres. Et le seigneur de Rions, comme les bourgeois de Rions, touchent des rentes pour pouvoir vivre en attendant de retrouver leurs biens. Alors il n'y a pas que les Rionnais, il y a plein d'autres seigneurs et bourgeois d'autres villes restés fidèles au roi d'Angleterre qui sont exilés à Londres. Et en 1304, eh bien, quand la guerre se termine, le roi de France restitue le duché au roi d'Angleterre et les exilés peuvent rentrer. Le seigneur de Rions reçoit de l'argent du roi d'Angleterre pour reconstruire son château. Et ce château, eh bien, c'est celui qui apparaît en ruine
sur le plan de 1753, mais que vous le voyez en entier sur cette vue de Joachim du Wirth faite en 1612 qui nous montre le donjon seigneurial ici, avant qu'il ne soit démantelé. Ce château seigneurial, on le connaît très bien par d'autres dessins, de Léo Drouin ici, ou d'Henri Maignan, qui est l'artiste local, aussi, du milieu du 19e. Et puis, des dessins attribués à Pierre Lacour, que vous voyez ici dans les années 1820, qui représentent les ruines de ce château. Donc, un gros château féodal, un donjon, où vous devinez ici les fenêtres gothiques qui apparaissent, mais les ruines que vous avez sous les yeux menaçaient la sécurité publique, ça c'est l'argument imparable. Donc, dans les années 1830, on a tout rasé jusqu'à la dernière pierre, ou presque, puisque dans le cadre de l'étude que je fais actuellement, en allant sur l'emplacement du donjon, là la photo, on est juste derrière le mur, ça, ces murs-là et celui-ci existent encore aujourd'hui. Soit on n'est pas du tout sur une fortification, mais derrière cette porte qui est aujourd'hui murée, vous avez ce pan de mur. Vu comme ça, il ne paye pas de mine, mais quand on le regarde de plus près, eh bien, ici, on a les sous-bassements du donjon qui apparaissent ici, avec un mur en petit appareil, on y reviendra après, des pierres d'un chaînage d'angle, on a une corniche ici d'une réduction, et le départ du mur. Voilà les derniers vestiges conservés, en élévation et visibles aujourd'hui, parce que je suis prêt à parier que dans le jardin derrière, on a encore toute la suite du donjon qui doit exister. Et voilà un des apports de la recherche là, qui a été menée parcelle par parcelle. Et juste à côté des ruines du donjon, vous l'avez peut-être vu sur ce dessin de Pierre Lacour, eh bien on voit une porte qui apparaît. Or, la porte aujourd'hui n'est plus visible et personne s'y était vraiment intéressé, sauf que quand on regarde les cadastres anciens, eh bien dans les deux cas, la porte, elle était bien là. Quand on regarde des plans faits par la mairie dans les années 1860 pour céder ce qui apparaît en jaune de la voirie municipale pour faire le nouveau chemin, celui qu'on emprunte aujourd'hui, là, quand on longe les murailles par le bas, eh bien, vous avez un petit mur qui tourne avec des escaliers, un petit chemin qui tourne avec les escaliers. C'était le chemin de la porte fosse. Et c'est comme ça qu'on connaît le nom de cette porte, probablement murée depuis un certain temps, avec le chemin qui apparaît bien ici. Et si je vous remets le dessin de tout à l'heure, on voit bien le chemin. Et la porte avec ce qui semble être un contrefort. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Voilà le pan de mur en question. On est au niveau de la place Caso-Casalet, pour celles et ceux qui connaissent, là, avec la terrasse du restaurant qui est juste au-dessus. Et là, ce qui ressemblait à un contrefort, eh bien, c'est les restes d'une porte, mais pas celle que l'on voyait tout à l'heure. Par rapport au dessin ancien, la porte se trouverait à peu près à cet endroit-là, mais on est sur un mur qui a été tellement reparmenté, restauré à de multiples reprises, et la dernière fois c'était au début des années 2000, où on a fait des petits patchs, 1 mètre carré par-ci, 2 mètres par-là, on a enlevé les vieilles pierres, on a remis du petit moellon, du mortier, et aujourd'hui, typiquement, c'est un mur qui est totalement illisible, on ne voit quasiment plus rien de ce qu'était l'enceinte d'origine. En revanche, vous avez un massif qui apparaît ici, qui est les restes d'une tour que vous voyez à ce niveau-là. Et c'était la porte, donc cette porte fausse. Léo Drouin, quand même, nous dit que côté ville, on avait un plan incliné qui permettait de descendre vers une ancienne porte. Donc c'est ce que j'ai représenté en pointillé ici. On avait la porte qui devait se trouver dans ce secteur-là, mais je vous dis, elle a été démontée jusqu'à la dernière pierre. On n'a même pas le négatif qui apparaît. Et puis vous avez ce qui ressemble à un sas que vous devinez ici. Alors, vous ne devez pas très bien voir là sur les photos, mais on le voit un peu sur le Drouin ici. On est sur l'arrachement ici de la tour qui protégeait la porte et que vous voyez très bien sur ce dessin. Donc là, en termes de potentiel archéologique au pied, il y a de la matière puisque c'était un accès important à la ville. Et vous noterez aussi qu'il y avait 3 petites consoles. Vous les voyez à peine ici, mais dans le mur, c'est bien les éléments les plus intéressants de cet espace. 3 petites consoles. Quand vous regardez le dessin ancien, en 1612, vous voyez une petite échauguette ici. Eh bien, l'échauguette, donc vous en avez le volume. Et après, vous avez un pan du mur d'enceinte, du mur médiéval, on va y revenir, avec même les restes d'un créneau que j'ai pu repérer là ici. Donc on a un niveau de chemin de ronde qui se devine. Et ensuite, là, le mur disparaît sur une certaine distance. Donc on a parlé de la reconstruction du château vers 1304. Pour la ville, ça intervient un peu après. Il faut attendre 1327, un accord passé par le seigneur d'alors, là, qui était criblé de dettes. C'est le dernier représentant de la famille des Rions, Guillaume Seguin de Rions, qui vend
ses terres de Rions et sa ville de Rions à son cousin Bérard d'Albret. C'est comme ça que Rions rentre dans la famille des Albret. Bérard commence par éponger les dettes du cousin et l'année suivante, pour reconstruire sa ville, c'est là qu'on comprend qu'elle est en grande partie en ruine encore, eh bien, il donne une charte de commune aux habitants, il met par écrit des coutumes, et 1328, c'est la naissance de la commune de Rions et de la jurade de Rions, et dans l'accord, il est question de la redressade des murs de la ville. Et donc c'est à partir de là que la ville va se reconstruire. Rions redevient à nouveau une ville importante dans le dispositif défensif. D'ailleurs, pendant la guerre de Cent Ans, Rions va être assiégé au moment des grandes offensives de Du-Guesclin dans les années 1370. Les Bordelais reprennent la ville d'assaut après un long siège en 1420. C'est les Bordelais directement, là, c'est même pas les Anglais. Hein, donc on voit bien que ce sont les milices de Bordeaux qui font venir des canons. On utilise, il y a un usage massif de canons à l'occasion de ce siège, on en reparlera. Et puis, en 1453, après la bataille de Castillon, là vous verrez dans l'expo juste à côté, les grands mouvements français, à l'automne 1453, donc 2 mois après la bataille de Castillon, eh bien, la bastide de Cadillac, puis la ville de Rions et le château de Benauge sont les dernières places fortes à tomber, à être reprises par les Français. C'est ce qui précipite la reddition définitive de Bordeaux. Bordeaux ayant perdu tous ses soutiens, il n'y a plus de résistance. Et donc, on est ici, eh bien, le siège de Rions à l'automne 1453. C'est l'un des derniers sièges de la guerre de Cent Ans. Charles VII y serait venu en personne. Vous avez une petite grotte aménagée, une petite fontaine ici qu'on appelle la grotte Charles VII et qui témoigne dans la tradition de ce souvenir. Et quand on regarde donc la reconstruction de l'enceinte, si on regarde d'un peu plus près, on voit que du point de vue de l'urbanisme, on a 2 trames complètement différentes. Alors le château seigneurial se trouvait à ce niveau-là, la partie, le grand vide en fait aujourd'hui. Vous avez le front rocheux qui délimite la ville et on devine une voirie qui forme des tracés plutôt hémicirculaires. Là aussi, un plan assez proche de ce qu'on a à Saint-Macaire avec le cœur historique, caractéristique d'une ville à développement progressif. À Saint-Macaire, c'était un monastère dans un premier temps. Ici, visiblement, c'est à partir du château qu'on a une toute petite agglomération, puis une nouvelle rue, et puis ça s'étend progressivement. Là, c'est une ville qui s'est développée au fil de l'eau. On n'a pas d'opération d'urbanisme concertée. En revanche, au sud de la ville, là, vous voyez ici que je l'ai partitionné en 2 espaces. C'est qu'on a probablement le noyau le plus ancien ici. La ville qui a dû être assiégée en 1295, rasée en partie. On ne sait pas exactement ce qu'il en restait. Mais au sud, vous avez un quartier, c'est le quartier de l'Avidon, avec des rues bien parallèles les unes aux autres. Et ici, c'est une opération d'urbanisme, un lotissement, probablement dans le courant du XIIe siècle, et qui va être intégré à l'enceinte au moment de sa reconstruction. Et quand on regarde là où j'ai pointé la flèche, vous avez une petite porte, une poterne, et on voit bien le mur d'enceinte côté l'Avidon qui vient s'appuyer contre une maçonnerie plus ancienne. On est exactement à la jonction des 2 parties ici. Cette poterne, elle est rajoutée au moment où on reconstruit l'enceinte parce que juste à côté d'elle, eh bien, là où vous avez une grille ici, se trouvait la rue Poissonnière actuelle, qui était auparavant, dès le XIIIe siècle dans les textes, la rue Poissonnière des Escaliers. Et les escaliers, eh bien, vous aviez la porte des escaliers qui se trouvait à cet emplacement-là. Vous trouvez encore sur le cadastre ancien un bâtiment à son emplacement. Aujourd'hui, vous n'en avez plus que l'arrachement à ce niveau-là. Depuis quand elle a été détruite, précisément, je ne saurais vous dire. Mais on avait un bâtiment qui malheureusement a disparu aujourd'hui, qui en gardait la mémoire encore au XIXe siècle. Alors maintenant, on va s'interroger de plus près à quoi ressemble cette enceinte, ou plutôt ces enceintes et ces différentes périodes. Vous avez un grand pan de muraille ici, vous reconnaissez donc la porte des escaliers et la poterne voisine. Ça, c'est tout le pan de mur du côté du faubourg de l'Avidon, avec ces assises de moellons et caries caractéristiques des fortifications, ou plutôt des constructions dans la région au XIIIe, au XIVe siècle. On est sur une maçonnerie tout à fait classique pour cette époque-là, une maçonnerie de belle qualité. Et quand on a, alors vous avez une petite tour ici, une tour plus un contrefort à ce niveau-là, et d'un coup vous avez une cassure assez nette là qui apparaît ici, vous voyez sur le coin.
Quand on y regarde de plus près, déjà au passage, les trous que vous voyez, ça très clairement, ce sont des impacts de boulets. Alors, est-ce que c'est artillerie à balancier ou artillerie à poudre? Je ne me prononcerai pas, mais on comprend qu'ici, le parement a éclaté et vous en avez des traces en de très nombreux endroits. Le mur du XIVe siècle, on le voit très bien ici, on en retrouve quelques portions en partie basse ou juste à ce niveau-là. Et entre les deux, ici, eh bien, on n'a plus du tout les assises régulières. On a des pierres un peu tout venant, puis quand on regarde d'encore plus près, on s'aperçoit qu'on a toute une série de pierres qui ont ici des formes d'octogones, ici un montant de porte, et ainsi de suite. Eh bien, là, vous avez les maisons médiévales en kit qui apparaît ici. Et très clairement, on a tout un pan de mur ici, c'est tout l'angle de la ville, l'extrémité sud-ouest de la ville, qui s'est effondré. La ville domine d'une dizaine de mètres la Garonne, l'enceinte chemise le front rocheux et le nez du coteau. Et ici, c'est tout ce pan qui s'est cassé, qui s'est effondré, probablement à l'occasion d'un siège, ne me demandez pas lequel. En tout cas, le remontage de façon assez irrégulière. Et puis, plutôt qu'une tour, comme on en avait probablement une à l'origine, une petite échauguette sur console. Ça fait vraiment penser aux travaux qui sont menés pendant les guerres de religion. Donc, on est probablement pendant la seconde moitié 16e, début du XVIIe siècle, où on sait qu'il y a des travaux importants qui sont menés sur les fortifications de Rions. Donc déjà, on a bien c'est toujours l'enceinte, mais c'est plus du tout la même chose que l'enceinte médiévale. Et puis il y a une autre typologie que j'ai vaguement évoquée tout à l'heure, c'est ce que vous voyez ici, ce sont les murs en petit appareil cubique, acisé, que l'on va retrouver par exemple ici. Alors comme on a plein de vestiges gallo-romains dans le centre ancien, ça pourrait être du gallo-romain, mais en faire l'étude du périmètre de l'enceinte, ce sont des éléments que j'ai repérés sur quasiment tout le front de Garonne au niveau de la vieille ville. Juste un soubassement sur quelques assises de belle qualité, où ici on est au droit du château, justement au droit du donjon, on a tout un pan de mur. Ça, c'est la façon de construire dans la région que l'on va beaucoup retrouver sur les fortifications du XIe siècle. Alors est-ce que c'est des remplois gallo-romains ou moi je penserais plutôt pour une maçonnerie liée au château du XIe siècle ici, mais des vestiges comme ça, finalement j'ai été assez surpris d'en retrouver un certain nombre. Et dans certains cas, ici vous avez l'enceinte du XIVe siècle qui a été restaurée dans les années 80. Sauf que quand on regarde une photo ancienne, avant restauration, eh bien déjà on voyait beaucoup mieux le calpinage de l'enceinte. Alors certes, il fallait refaire les joints, mais aujourd'hui l'enceinte on a du mal à la deviner. Par contre en partie basse, du petit appareil, vous en avez partout, vous avez tout l'angle ici, vous avez plusieurs mètres de petit appareil qui aujourd'hui n'apparaît plus du tout. Comme je le disais tout à l'heure, le maçon il a remonté un mur en pierre, il a mis des cailloux, mais c'est un pan de mur qui a perdu sa lisibilité. Et ça, maintenant, pour la dernière partie, on va aller sur l'autre côté de la ville. On est face au coteau de la Garonne, et là, on est face à la mairie. La mairie actuelle se trouve à l'extérieur. Vous avez un pan de muraille très bien conservé du XIVe siècle, ici où on voit bien tout le chemin de ronde avec ses créneaux. J'en avais fait faire une restitution là, avec un artiste avec lequel je travaille pour un panneau historique, là d'ailleurs que vous voyez ici sur l'ortho-image, pour présenter le patrimoine de Rions. Là, je lui avais fait restituer les fossés et les premières défenses là, qui sont conservées sur d'autres endroits, et surtout en partie haute sur le chemin de ronde, une galerie de Our dont vous voyez les ancrages à ce niveau-là, ici. Donc on a un ensemble qui est bien conservé, mais vous voyez qu'à ce niveau-ci, les infiltrations avaient fini par faire décoller plusieurs mètres carrés du parement médiéval. Là, vous voyez la fourrure, vous voyez donc l'intérieur du mur. Alors il y a 5, 10, 15 ans, on aurait repris les pierres grosso modo, on aurait bouché le trou et puis vous auriez eu un énorme patch pour reboucher tout ça. Eh bien l'année dernière, puisque ça s'est fait alors que l'étude à laquelle je participe était en cours et avec l'architecte du patrimoine Rémi Potier qui a suivi le dossier, eh bien comme il y a une bonne compréhension de l'enceinte aujourd'hui, eh bien le remontage a été fait en respectant parfaitement le calpinage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit quasiment pas la restauration. C'est ça qui est dramatique, une belle restauration, ça ne se voit pas. Mais en revanche, on conserve toute la lisibilité de l'enceinte médiévale ici, qui est repartie pour quelques décennies. Ça, c'est ce vers quoi il faut tendre aujourd'hui. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les particuliers ou les municipalités précédentes qui ont fait des restaurations. Il n'y avait pas de prise
de conscience, il n'y avait pas de connaissance de l'enceinte telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Maintenant, on saura dorénavant, quand on est face à un pan d'enceinte remonté au XVIe siècle, quand on est face à une enceinte du XIVe ou du XIe, eh bien on saura la restaurer, je l'espère, en préservant ces caractères-là pour conserver cette lisibilité. Donc voilà pour les éléments de compréhension de l'enceinte. Je vous propose pour terminer de faire un petit tour des... ah oui, il me restait cette vue-là sur ce pan, parce qu'il y a cette petite bicoque qui ne paye pas de mine. Ben, j'en ai retrouvé l'acte de naissance lorsqu'en 1770, la jurade de Rions autorise le propriétaire de la maison côté intérieur à raser le bastion de la Porte Neuve pour faire une extension de sa maison au nord de l'enceinte. Donc le propriétaire est autorisé à détruire le bastion, à conserver les murs s'il le souhaite, à retailler dedans. Et en fait, cette petite maison, quand on regarde le mur sur le côté, eh bien le mur, on voit qu'il n'a pas été construit, il a été sculpté, il a été taillé dans un mur de fortification qui devait être très épais, et le propriétaire, il n'avait pas besoin d'un mur de 2 mètres d'épaisseur pour son atelier. Donc, ils ont retaillé le mur en enlevant tout ce qui n'était pas nécessaire. Ils ont conservé juste 50-60 cm d'épaisseur, et avec les pierres qu'ils ont enlevées, ils ont construit le reste du bâtiment. Et donc, on a un petit bout du bastion de ce que vous voyez ici, qui est une terrasse à canon ici, avec une barbacane qui se trouvait en avant. Et le mur qui est conservé ici, c'est le mur de la barbacane, justement. C'est cette petite portion-là. Et la maison, elle vient ici. Donc, on a un petit bout d'enceinte par procuration qui est encore en place à ce niveau-là. Et vous noterez qu'en 1770, la jurade autorise la destruction du bastion qui n'a plus de fonction défensive. En revanche, eh bien, comme à Bordeaux quelques décennies plus tôt, on enlève la porte fortifiée, mais à l'emplacement de l'ancienne fortification, eh bien, on met cette arcade pour rappeler la présence d'une entrée officielle de la ville. C'est notre porte de la Victoire ou porte de la Bourgogne à nous, les moyens n'étant pas les mêmes, mais le principe l'est en tout cas. Quelques portions d'enceinte emblématiques avec cette petite tour qu'on appelle la tour du Guet, là aussi une tour du XIVe siècle, avec une rue que vous voyez aujourd'hui, mais sur les dessins anciens, regardez chez Drouin ici, on avait le mur d'enceinte bien conservé avec les empochements des machicoulis, des restes de meurtrières, on en voit d'autres. Bon, Drouin fait un autre dessin où le même pan de mur est effondré et on voit la charpente de la grange derrière. Donc là, on sait bien quand il est parti. De même qu'ici, aujourd'hui, il n'y a plus de mur. Et oui, tout simplement parce qu'en 1880, faute de pouvoir démolir un autre bâtiment dont on va parler, eh bien, la municipalité de l'époque, pour faciliter la circulation et les accès à la ville, fait percer de nouvelles rues. Et vous voyez sur ce dessin, là, ici, des années 1870-80, ce qui était l'impasse de la Tour du Guet, donc une petite venelle qui permettait d'assurer l'accès et la défense de l'enceinte, eh bien, va devenir, vous le voyez ici sur le plan ancien, la rue de la Tour du Guet actuelle, qui permet de passer d'un mur à l'autre. Bon, c'est un moindre mal, puisque le bâtiment qui a failli disparaître, c'est celui-ci. Donc voilà la dernière des 3 portes fortifiées de la ville, celle qu'on appelle la Tour du Lion, qui est donc l'entrée principale de Rions. On sait par les plans anciens que les 2 autres portes du côté des coteaux de l'Entre-deux-Mers étaient du même acabit, donc des portes relativement conséquentes. On est sur une tour carré dont les angles sont renforcés par ces petites tourelles circulaires avec des salles de tir en rez-de-chaussée, vous devinez les meurtrières, et puis différentes arcades avec, alors vous ne voyez pas, c'est dans la pénombre, mais on a un assommoir, une herse, la porte de la ville elle-même, et le mur d'enceinte se trouvait à l'arrière. Mais c'est cette tour qui a bien failli disparaître, et effectivement, Léo Drouin lui-même nous dit que quand il l'a visité, les voûtes étaient effondrées et il y avait des arbres qui poussaient en haut, mais pour faciliter l'accès à la rue principale de la ville, la municipalité, donc en 1840, a voulu la démolir. Elle venait de faire sauter quelques années plus tôt la porte de l'Avidon, donc grâce à Léo Drouin, le projet est stoppé. Et cette tour, eh bien, on va remonter le temps maintenant. Vous avez une photo en 1881, en plein pendant sa restauration, je dirais presque sa reconstruction, mais à cette époque-là, il manque encore quelque chose. C'est la petite tourelle d'escalier que vous voyez sur le côté. Ah oui, au passage, l'architecte qui est chargé des travaux, c'est un certain Léon Drouin,
il n'y a pas de faute, c'est le fils de Léon, Léon étant l'architecte, plutôt un disciple de Viollet-le-Duc, donc les repas de famille devaient être un peu animés avec le paternel. Mais cela dit, j'ai retrouvé à la médiathèque du patrimoine tout le mémoire de travaux de Léon Drouin, et ça m'a réconcilié avec lui. Il y a toute une compréhension de l'enceinte et de différents projets à mener. Et dans ces archives-là, il y a aussi tout un tas d'échanges entre Léon Drouin, le maire de l'époque, et Viollet-le-Duc, fils, qui est à la Commission nationale du patrimoine à l'époque à Paris, sur les choix de restauration à faire. Et donc en 1881, eh bien, on restaure cette tour. Vous voyez cette photo qui la présente avant restauration, avant plutôt qu'on rajoute un étage complet, c'est surtout ça la réalité. Et puis qu'on rajoute un escalier là pour pouvoir rentrer dans la tour. Aujourd'hui, on peut y visiter des expositions de temps en temps durant l'année, donc il faut passer par la tour. Et aujourd'hui, pour rentrer dans cette tour, il faut passer par les fossés, par l'extérieur de la ville. Du point de vue défensif, c'est pas l'idéal, mais quand on regarde les dessins anciens, voilà comment Léon Drouin dessine cette tour en 1837, justement, quand elle est menacée. Et voilà Henri Maignan, à peu près à la même période, ce qui nous dessine, vu de l'intérieur. Et vu de l'intérieur, vous aviez l'escalier qui permettait de monter aux étages. Et sur un autre dessin de Maignan, eh bien, l'escalier a déjà disparu ici. Donc, pour accéder aux étages de la tour, on n'allait pas remettre un escalier là où on venait de faire un beau trottoir tout neuf. Donc, Léon Drouin trouve la solution. Il rajoute une tour supplémentaire sur l'extérieur. Alors, même si c'est très reconstruit, ça a néanmoins permis de la sauvegarder, puisqu'elle a bien failli disparaître comme le reste, et ça en fait aujourd'hui l'un des monuments emblématiques de la ville, l'un des deux monuments emblématiques de Rions, avec l'autre, et j'en terminerai par celle-ci. Donc la fameuse citadelle de Rions. Alors on l'appelle la citadelle, alors rien à voir avec Blaye, hein, on ne joue pas dans la même catégorie, mais aujourd'hui l'interprétation c'est qu'on est ici face à un donjon urbain, un donjon municipal, donc a priori construit par la Jurade de Rions pour en symboliser son pouvoir. Rappelez-vous d'un autre, j'aurais dû le remettre ici, le château seigneurial se trouvait un petit peu plus loin, donc on avait deux donjons. Il y avait le donjon seigneurial, et ici l'hôtel de ville sous l'Ancien Régime se trouvait juste derrière la citadelle. Jusqu'à la Révolution, la mairie était juste à côté. Et donc l'hypothèse actuelle, c'est qu'on soit là sur le même principe que la Tour du Roi à Saint-Émilion, où là on a les textes cette fois-ci, et on est un peu plus récent pour Rions, la Jurade de Rions étant un peu plus récente. Ce donjon serait là pour matérialiser l'autorité municipale, ce contrepoids à l'autorité seigneuriale, et ce donjon est construit donc à l'aplomb du port, donc le deuxième port de Rions, celui qui se développe à la fin du Moyen-Âge, peut-être au moment justement où on construit cette citadelle. Alors la citadelle, c'est à la fois donc le donjon du XIVe siècle, l'enceinte de la ville, on est sur l'angle de l'enceinte, vous voyez à ce niveau-là. Sur le dessin de Drouin, on voit le mur d'enceinte qui existe encore, avec des créneaux. Sur cette carte postale du début du XXe, on voit que le mur d'enceinte a disparu et qu'il y a des maisons. Et ces maisons elles-mêmes sont rasées à la fin des années 80, dans les années 90, où on a des travaux importants de réhabilitation du bâtiment qui sont faits. Et cette citadelle, eh bien, vous la voyez aujourd'hui, là, sur cette très belle photo aérienne. Vous voyez l'église et la mairie, là, pour vous situer. Et donc, à la citadelle, c'est-à-dire au donjon médiéval, alors au passage à l'extérieur de la ville, voilà la grotte Charles VII, elle est ici. Elle est de part et d'autre des fossés. On avait un premier fossé à ce niveau-là, une butte sous laquelle on a cette résurgence où a été aménagée, cette fontaine aménagée. On est sur une maçonnerie gothique, hein, avec une belle arcade bien en place ici. Et il y avait un deuxième fossé qui servait aussi de rue pour descendre au port de Rions. Donc la citadelle donc, compte 3 étages. Côté ville, elle est assez trapue. Côté Garonne, elle est très élancée puisque le pied de la tour descend jusqu'au pied du rocher. Donc elle fait plus de 25 mètres de haut. Et on lui a rajouté donc, cette chemise, cette fortification moderne, percée de canonnières et d'arquebusières. Ici, on est sur un dispositif de défense des guerres de religion qui fait de ce lieu le dernier réduit défensif. On sent qu'on n'avait pas confiance dans le Seigneur. Donc, on a construit ici un espace de repli où on peut continuer à se défendre face à un assaillant. Les canonnières ici sont tournées vers la ville.
vers les rues qui mènent à la citadelle. Et on sait qu'au tout début des guerres de religion, la première armée protestante à passer dans le secteur rentre très facilement en ville, il fait énormément de dégâts. Et dans les phases suivantes des guerres de religion, plusieurs armées sont passées coup sur coup et ont eu toutes les peines du monde et n'ont pas réussi à rentrer dans Rions. Donc, ce qui implique des travaux de mise en défense et surtout d'adaptation des défenses des vieilles murailles médiévales à l'usage de l'artillerie avec les terrasses à canon, les bastions, des fortifications en étoile, pas aussi développées qu'à Sainte-Foy-la-Grande, mais on voit des éperons qui s'avancent dans les fossés. Tout ça, ce sont les parties en terre et en bois de l'enceinte qui aujourd'hui ont disparu ou sont que très partiellement conservées. Mais là, on a un beau morceau avec cette citadelle. Et ici, donc voilà le montage que j'ai pu faire, donc les ortho-images de ces différentes façades sur lesquelles on peut ensuite reporter, vous l'avez vu sur la première vignette, le phasage archéologique, l'état sanitaire, et de même, là, à partir du modèle 3D, je l'ai saucissonné là, dans tous les sens pour faire des plans en élévation. On voit bien ici le niveau de la ville, le pied de la Garonne, on voit bien le dénivelé entre le plateau calcaire sur lequel la ville est construite et puis la vallée fluviale à ce niveau-là. Et ce donjon construit à cheval là, sur le rebord rocheux avec ses 3 étages ici. Vous avez la coupe de la grotte Charles VII là, qui apparaît au loin. Et de même, des plans, alors ça paraît en tout petit ici, là, étage par étage. Pour le moment, il n'est pas question de mener l'étude archéologique de façon approfondie, mais on a des documents fiables et actualisés sur l'ensemble du périmètre de l'enceinte, sur l'ensemble des tours qui nous rappellent que Rions est bien une ville et on conserve de beaux vestiges. Donc je vous remercie pour votre attention. Il est 18h30, 19h30, non 18h30 exactement. Donc si vous avez des questions, je suis à vous maintenant. Merci beaucoup David pour cette belle communication qui compense un peu l'injustice faite à Rions dans l'expo, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, parce que Rions, comme beaucoup de petites villes de Gironde au Moyen-Âge, a laissé assez peu de textes médiévaux. On en a laissé pour l'époque moderne, mais pas tellement pour le Moyen-Âge, et on n'avait pas beaucoup à montrer. Il y aura toutes les notes de Monsieur Marquette là, pour la partie médiévale à partir du XIIIe et surtout XIVe siècle. Là, fond d'Albret qui pourront être étudiés dans l'avenir. Voilà, mais le fond d'Albret, c'était compliqué de pouvoir l'utiliser pour l'expo. Donc, s'il y a des questions. Oui. Après vous avoir remercié, je voudrais savoir comment s'explique la survivance de Rions alors que Cadillac est très proche et alors que Rions a subi guerre de religion, etc., etc. Comment peut s'expliquer cette survivance ? Alors c'est plutôt l'inverse, c'est l'arrivée de Cadillac qui précipite la chute de Rions coup sur coup. En fait, avant, donc Cadillac c'est 1280, la fondation de la Bastide. Avant cela, la seule ville du territoire, c'est Rions, et qui était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, c'est ce que j'indiquais au départ. Mais coup sur coup, vous avez en 1280 la fondation de la Bastide. Bon, ça c'est théorique, après ça prend pas. Les premières générations de Bastide ont plutôt bien prise, mais là les Français ont donné un sacré coup de main à Cadillac, puisque Cadillac c'est à peine à 4 km de Rions. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, 1295, Rions est rayé de la carte, et vu l'ampleur des reconstructions après, au début du XIVe siècle, ça donne vraiment l'impression que c'est pas un vain mot. Rions n'est plus qu'un champ de ruines, tout est à reconstruire. Et pendant ce temps-là, il y a la petite Bastide de Cadillac qui n'a pas été détruite. Donc les plus riches Rionnais sont partis en exil londonien, mais tous les habitants qui n'avaient pas été passés au fil de l'épée par les Français, il y a fort à parier qu'ils sont allés s'installer dans la petite Bastide d'à côté, où on offrait des conditions très attractives. Et à Cadillac, dès 1314-1315, il y a un accord entre le seigneur et les habitants pour la construction des murailles, les murailles actuelles. Et pendant ce temps-là, Rions peine à se relever. Notre seigneur de Rions, il a eu l'argent du roi d'Angleterre, il s'est fait un beau château, mais le roi d'Angleterre avait promis aux Rionnais, on a les textes encore,
d'accord, avaient promis des sommes d'argent très conséquentes pour reconstruire leur maison. Sauf que Édouard Ier meurt quelques semaines après cette promesse, et la promesse n'est jamais concrétisée. Et pendant 20 ans, dans les rôles gascons, on voit à plusieurs reprises des émissaires rionnais aller à Westminster, à Londres, rappeler les promesses du père puis du grand-père, et l'argent n'arrive pas. Donc pendant ce temps-là, on n'attend pas, on s'installe à côté, et à plus forte raison, lorsque dans ces mêmes textes, on a le seigneur de Rions qui écrit directement au roi d'Angleterre ou à son sénéchal « Faites quelque chose pour obliger mes habitants à revenir dans ma ville ». Et le roi d'Angleterre fait répondre à son sénéchal « Mais on n'a rien légalement, ce sont des gens libres, il n'y a rien qui ne les oblige à revenir à Rions ». Donc quand Bérard d'Albret reprend les choses en main et va injecter l'argent pour relancer le processus urbain, on relève la ville, on reconstruit les murailles, et même plus vaste que par le passé, on met une charte de commune pour attirer les habitants, donc on a des habitants qui reviennent, Rions retrouve son statut urbain et va retrouver son importance stratégique de dernière ville avant Bordeaux et de proximité de la Garonne, sauf que Rions, à partir de là, à la concurrence de la voisine de Cadillac. C'est plus la seule ville du secteur. Et Cadillac va grignoter une part de l'autorité. Du même que, juste en face de Rions, on a Podinsac qui n'a jamais eu de statut urbain, qui n'a jamais eu d'enceinte, qui n'a jamais été considéré comme une ville. En revanche, les habitants de Podinsac avaient une prospérité due à leur seigneur, puisque les Langoirans vont s'associer à une des grandes familles de Bordeaux, les Caillots, justement, et Podinsac va avoir des privilèges d'exemption de taxes sur la vente de marchandises, et de pain en particulier, qui fait la richesse de Podinsac. Et il y a eu une thèse par Fabrice Mouton sur l'économie comparée de Rions et de Cadillac à la toute fin du Moyen-Âge, fin 15e, début 16e, où il dit clairement que Rions est une ville, Podinsac n'est qu'un village, mais du point de vue économique et de la dynamique, Podinsac est plus dynamique que Rions. Malgré tout, grâce au commerce fluvial, Rions va rester une ville relativement prospère. Et ce qui caractérise une ville prospère, c'est qu'elle se reconstruit. Et il suffit de regarder la dernière grande période architecturale d'une ville pour voir la dernière grande période de prospérité. Eh bien, à Rions, vous avez plein de très très belles maisons et de beaux hôtels particuliers, 17e, 18e, les fameux clos rionnais. On ne les voit pas beaucoup depuis la rue, puisque clos, ils sont fermés par un mur de clôture. Et vous avez donc de très beaux ensembles, avec des cheminées monumentales, avec des cours, avec des chais, bien à l'abri des regards, c'est la particularité. Et puis, eh bien, la réponse, le deuxième élément de réponse, vous l'avez eu avec le cadastre du début du 19e siècle, cette Garonne. Et ce chenal de navigation, ça Vincent a beaucoup travaillé dessus, il en parlerait bien mieux que moi, si tu veux rajouter quelque chose, lorsque dans les années 1820-1830 on chenalise la Garonne pour rendre la navigation plus praticable, eh bien Rions, le bras principal, jusque-là obligé à faire 2 coudes, voire même 3, eh bien, le chenal de navigation va tirer au droit, ce que j'expliquais sur la première carte, côté Podinsac, et la Garonne qui jusque-là baignait Rions et faisait la prospérité de la ville et de son port et toute l'industrie. Il y avait vraiment des usines, enfin des industries qui étaient installées depuis de longue date le long du bras de Garonne de Rions. Eh bien, tout ça, la Garonne s'éloignant dans le courant du 19e siècle, eh bien, va finir de péricliter. Et Rions, aujourd'hui, c'est plus qu'un petit village. Alors, quand j'en fais mes visites guidées, j'aime beaucoup terminer ma visite par une citation de Léo Drouin, justement la dernière phrase de la notice qu'il consacre à Rions dans la Guyenne militaire, où il indique que tant que Rions conservera ses murailles et ses tours, elle gardera le souvenir de la ville et de ce qu'elle a été et du passé important qu'elle a connu. Mais si on venait à abattre les murailles, ce serait plus qu'un petit village anonyme parmi d'autres. Eh bien, Léo Drouin a réussi à faire sauver une bonne partie de ces murailles et elles sont toujours là. Alors, la tradition voudrait que Léo Drouin ait surnommé Rions sa petite Carcassonne girondine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien le penser. Et cela dit, on n'a pas eu les interventions aussi importantes que Viollet-le-Duc. Cela dit, le mémoire de travaux de Léon Drouin, toute la première partie du mémoire, c'est la restauration de la porte du Lion. Mais toute la suite, alors ça, moi, ça a été une grande découverte quand j'ai feuilleté la suite du mémoire. Il y avait un projet de restauration de la tour du Guet et de la citadelle, de recréer le chemin de ronde avec les créneaux, de remettre des toitures, de remettre des intérieurs. Ça, les moyens n'étaient peut-être pas suffisamment au rendez-vous, mais on aurait bien pu avoir une petite Carcassonne girondine ici, donc ça s'est limité à une cristallisation des vestiges, et c'est vrai que depuis la seconde moitié du 19e siècle, finalement, on n'a pas trop perdu. C'est surtout la première moitié du 19e siècle qui a été très dure pour le patrimoine rionnais.
Alors, effectivement, Rions a la particularité d'être la seule commune de la région à être à cheval sur les deux rives de Garonne. Et tout simplement, la réponse, c'est que, alors aujourd'hui, c'est un plan d'eau, hein, si vous voulez aller faire du surf, non, comment on dit, c'est du wakeboard à Virlade, sur la gravière de Virlade, et bien en fait, ce qu'on appelle la gravière de Virlade, c'est l'ancienne île Marguerite. Et c'est une des 7 îles de Rions, celle qui apparaissait sur le plan ancien. Et donc, comme ces îles faisaient partie de Rions, et bien la limite communale passait au milieu de la Garonne, mais le long de ces îles. Et dans les années 1970, l'île Marguerite, enfin celle qui était une île, a été exploitée en gravière. Et du coup, donc, il y a une digue qui a été faite de part et d'autre de l'ancien bras de Garonne. Et ce qui était une île de Rions est devenue une gravière côté Virlade. Mais aujourd'hui, alors vous demanderez au maire ce que ça fait d'avoir à entretenir. Non, il y a une convention avec l'autre rive parce que c'est pas très accessible pour Rions. Mais effectivement, il y a un bout de Rions sur l'autre rive. Oui, je vois que tu m'obliges à suivre chacune de tes conférences parce que j'en apprends à chaque fois. Et c'est tant mieux. Merci David et à Rémi aussi. Okay. Comme tu as dit qu'il faut associer pour ce premier travail de connaissance. Ça permet aussi aux institutions, je pense, y compris aux monuments historiques, de mieux aborder cette chose-là qui était impalpable, qui était... que l'on décelait rapidement dans le paysage, mais que l'on comprend mieux maintenant. Je vais rester sur le plan historique. En tout cas, ce que je découvre là, c'est que je ne savais pas, c'est que la Barbacane, donc côté coteau, que l'on a une trace qui demeure, un mur, voire un mur et demi. Ce bâtiment-là était censé être détruit dans la ZPPAUP de 2009, et heureusement que il y a eu quelques, je pense à la sauvegarde de Rions, qu'on n'a pas aussi assez cité, l'association historique qui fait un gros travail de collecte de documents depuis 30 ans sur la commune, et qui s'est bagarré aussi pour ne pas que ce bâtiment-là, qui était potentiellement, qui pouvait être détruit, ne le soit pas. Et le propriétaire aussi s'est escrimé à faire valoir l'intérêt de ce bâtiment-là. Et donc, aujourd'hui, on comprend d'autant mieux qu'il ne faut surtout pas le détruire. Ça veut dire qu'il faut que le bâtiment, que la ZPP-AUP évolue en ce sens-là. Je ne reviendrai pas sur la Garonne, simplement une chose qu'on avait vue donc dans le cadre du programme de recherche que pilotait Anne Collin, que la bastide de Cadillac s'est éloignée de la Garonne, ou la Garonne s'est éloignée de Cadillac entre 1427 et 1432. Donc ça, on le sait suite à des sondages et une prospection électrophysique que l'on avait faite il y a maintenant 5 ou 6 ans. Il se pourrait que donc c'est donc il y a eu un gros alluvionnement suite à une grande crue qui est bien documentée, et peut-être que effectivement que la Garonne s'est éloignée de Rions à ce moment-là aussi, voilà, ce qui pourrait correspondre. Mais là, il faudrait faire des relevés, comme on en a parlé un peu en amont de la conférence. Je suis juste frustré parce qu'il y a un document que tu n'as pas montré à nouveau. Je ne sais pas si tu l'as. Et voilà, ça, c'est la surprise. C'était pas prévu, mais tu l'as pas là. Dommage. Tu veux dire un petit mot ? Je suppose que tu parles de la porte de l'Avidon. Oui, effectivement. Pour tout dire, j'ai même supprimé des vignettes parce que j'aurais pu vous en parler pendant des heures. Mais c'est vrai qu'une des belles surprises de cette étude, ça a été de retrouver le seul dessin connu à ce jour de la porte de l'Avidon, celle disparue, là, qui se trouvait juste à ce niveau-là. Et c'est un dessin de Pierre Lacour qui est conservé à la bibliothèque, aux archives municipales, non, à la bibliothèque municipale de Bordeaux, dans le fond d'Elpy, et qui était rangé à la légende du dessin, c'était chemin de Podinsac. Effectivement, c'est le chemin de Podinsac, mais depuis Rions. Et donc c'est un dessin des années 1820. Je vous en ai montré d'autres de la cour là, sur l'ancien château. Et on a une vue, donc c'est la seule vue connue à ce jour,
de la porte de l'Avidon, qui était tout aussi imposante que la porte du Lian. Mais c'est une conférence que j'aurai l'occasion de refaire, entre autres à Rions, pour la présenter aux habitants, et puis à d'autres reprises. Donc n'hésitez pas à venir voir en vrai, et puis j'aurai d'autres occasions de la montrer, cette porte de l'Avidon. Mais là, je ne l'ai pas sur l'ordinateur des archives. Oui, on va prendre une dernière question, parce qu'il faut qu'on... Et après, il va falloir qu'on libère la salle. Merci pour l'exposé. Alors là, enfin, 2 ou 3 petites questions quand même. Je commence par la fin. Ça paraît, quand tu nous as montré la tour qui a été refaite là par le fiston de Léo Léon, donc les machicoulis, il y en a 2 qui bizarrement qui sont pas du tout parallèles par rapport aux autres, là, je sais pas. Mais c'est qu'on est sur les angles, parce qu'il y a le chemin de ronde épouse la. Non, sinon ils sont assez. Non, a priori ils sont assez réguliers, sauf à la jonction avec les tourelles sur les angles. Il l'a assez bien fait. Ça fait vraiment pas carton-pâte. Hein. C'est relativement bien fait et potentiellement fonctionnel. C'est pas juste la déco. C'est un petit détail. Hein. Et alors là aussi, là, je te fais sortir un peu de ta période, mais c'est assez impressionnant de savoir qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait sur l'archéologie, sur l'Antiquité, alors que ça paraissait très riche. Mais à toutes les périodes. Ouais. Et quand même cette tête en marbre là, commode peut-être. Bon, alors c'est quand même très intéressant d'un point de vue archéologique, mais personne s'est dit qu'il fallait l'enlever parce qu'elle s'abîmait en extérieur pour en faire un... Elle est assez abritée aujourd'hui. Elle est sur la fenêtre que vous voyez apparaître ici. Ouais. Et cette tête en marbre blanc qui est à l'abri des intempéries, plus la mosaïque à l'intérieur, ça vient des jardins de cette propriété. D'où la rue romaine aujourd'hui derrière. Ils ont fait la piscine. Oui. Ils ont rien trouvé. Il y a eu plein de piscines de fait dans les années 60-70, on aurait eu probablement de belles recherches. Mais ici, on a aussi des colonnes de marbre et des plans entiers de mosaïque. Donc les colonnes de marbre viennent d'être déposées à la Drac. Mais à chaque fois qu'on creuse à Rions, on en trouve des vestiges qui remontent à l'Antiquité. Et moi, je rêve qu'un jour, on ait des vraies fouilles archéologiques, parce que... on a une richesse archéologique assez importante. Et la dernière, là, mais enfin là, je rêve, hein, mais pour le maire, pourquoi on ne ramènerait pas la Garonne au pied des remparts là? Je vous propose qu'on finisse par méditer sur cette proposition de Yves. Ça ferait de belles frayères pour les poissons. Merci beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et à une prochaine fois avec plaisir.